Bonjour à tous, Ecorama, spéciale rencontre économique d'Aix-en-Provence, en partenariat avec l'Express. Notre invité présent, Muriel Pénicaud. Bonjour. Bonjour. Ministre du Travail, bien sûr. Il y a cette évaluation confidentielle de l'UNEDIC qui a fuité dans la presse, vous le savez, qui montre qu'au moins un chômeur sur 5 sera pénalisé par votre réforme, du fait du changement de règles pour être indemnisé. Ça fait quand même, c'est pas 80 000 cadres, ça fait quand même quasiment 500 000 personnes. Est-ce que vous ne prenez pas le risque, avec votre réforme, de précariser, pour le coup, des centaines de milliers de chômeurs? Ce que les règles de calcul ne prennent pas en compte, c'est qu'il va y avoir... la réalité va changer, puisqu'il va y avoir des changements de comportement. Par exemple, le bonus-malus ou la taxation des CDD d'usage va amener beaucoup d'entreprises qui cumulent des centaines de contrats très très courts avec les mêmes personnes, au lieu de faire des contrats de quelques heures, de faire plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça n'est pas pris en compte dans les estimations de l'UNEDIC. Ils ne prennent pas en compte non plus le fait que le changement de règles qui va amener qu'on ne pourra plus gagner plus en entrant au chômage que la moyenne de ce qu'on gagnait comme salarié va induire des comportements. On pourra être indemnisé plus longtemps, mais on ne pourra jamais gagner plus que quand on travaillait. C'est le bon sens, mais du coup, les règles induisent des comportements. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte, et pour moi, qui est le plus important, parce que le but de cette réforme, c'est, en termes d'accompagnement, en termes de formation et en termes de règles d'indemnisation, que l'ensemble converge pour que 150 à 250 000 personnes retrouvent un emploi, et les règles contribuent aux pratiques aussi bien des entreprises que des demandeurs d'emploi. Muriel Pénicaud, il faut parler évidemment des cadres qui sont mis largement à contribution et qui peut avoir le sentiment, pour le coup, qu'avec votre réforme, vous changez un peu les règles du jeu en cours de route. Parce qu'il y a le taux de remplacement qui est pour un cadre de 60%. 57. 57, voilà. Si au bout de 6 mois, on en avait encore 30, c'est un gros effort que vous leur demandez. Vous en avez conscience? Alors, d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chômage des cadres en France. 4%. On est à 3,8%. C'est largement le plein emploi. Donc, évidemment, c'est ce qu'on dit. Il faut tenir compte de la réalité du marché du travail, puisque le système d'indemnisation qui a été créé en 1958, l'UNEDIC, il a pour but d'aider ceux qui ont vraiment des difficultés à retrouver un travail. Donc, il est logique qu'on en tienne compte. Par ailleurs, on a aujourd'hui le système qui va le plus haut de toute l'Europe, on peut, en tant que cadre, pendant 2 ans, aujourd'hui, avoir 6 600 € net d'indemnisation pendant 2 ans. Il y en a très peu qui ont ce plafond-là. Oui, mais par exemple, ceux qui ont plus de 5 000 €, qui gagnaient plus de 5 000 € avant, ils reçoivent en moyenne, 500 jours. En moyenne, 575 jours. Et là, on voit bien... Contre une moyenne en France qui est autour de 300 jours. Donc, en fait, plus on a d'indemnisation, bien qu'il n'y ait pas de chômage, à ce moment-là, il y a un retour. Donc, je pense que c'est un système de justice. Par contre, bien sûr... Ils abusent du système, vous écoutez? Non, ils n'abusent pas. Moi, je considère que personne n'abuse. Les règles, à partir du moment où on respecte les règles, ils respectent les règles. Ce n'est pas le problème des personnes, c'est le problème des règles. En revanche, je pense que pour les seniors, le taux de chômage n'est pas plus élevé. Et c'est vrai que quand on est senior, si on arrive au chômage, c'est très dur de trouver parce que les entreprises n'ont pas encore ouvert leur chakra complètement. Ils ne valorisent pas l'expérience. Elles disent aux jeunes, il faut de l'expérience, mais quand il y a des gens d'expérience, ils ne le valorisent pas. Donc, il y a une petite contradiction sur laquelle on va travailler avec une concertation sur l'emploi des seniors. Et donc, c'est pour ça que la dégressivité ne s'appliquera pas aux seniors. Et vous comprenez que ce soit mal perçu par les cadres qui contribuent largement au système de financement de l'assurance chômage. Alors, je vous arrête, ils cotisent à hauteur de 42%, ils ne reçoivent que 15% des allocations. Arrêtez-moi. Ça n'est plus vrai, puisqu'il n'y a plus de cotisation d'assurance chômage pour les salariés depuis 2018. Pour augmenter le pouvoir d'achat de tous les salariés en France de 2,4%, ce qu'on a fait, on a supprimé les cotisations d'assurance chômage des salariés. C'est maintenant le contribuable, l'impôt, qui paye la part salariée, et puis les employeurs, la part employeur. Donc aujourd'hui, plus personne ne cotise. Regardez votre feuille de paye, il n'y a plus de cotisation d'assurance chômage. Donc ça, c'est un argument qui n'existe plus. Et deuxièmement, je pense que c'est une question un peu de solidarité. Le système assurantiel, qui coûte cher à la nation aussi, parce qu'il y a 35 milliards de dettes garanties, il doit aider ceux qui en ont le plus besoin. Moi, je rencontre beaucoup de cadres, il y en a qui disent, bon, dommage, il y en a beaucoup qui me disent, oui, c'est vrai, bon, tant qu'il y avait les règles, on les faisait, mais ça me paraît assez logique qu'on aide d'abord ceux qui en ont le plus besoin. Il y a une contradiction comme ça en préparant cet Et on va garder le système quand même dans les 25% les plus protecteurs. Donc ça reste généreux, malgré cette réforme qui doit faire 3 milliards d'euros d'économies. Nos systèmes d'indemnisation du chômage restent généreux. Sur les cadres, c'est tout à fait le cas et c'est reconnu de façon unanime. Vous savez, la plupart des pays voisins, le maximum d'indemnisation, c'est 2 ou 3 000 €, pas 6 600 net. Derrière, il y a cette
ça va dégager 3 milliards d'euros, 3,4 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Et en même temps, on se rappelle de cette promesse du président Macron d'avoir 7% de taux de chômage en 2022. On va en parler, on y va tout droit. Promesse qui pourrait être tenue. Sauf que l'assurance chômage sera excédentaire, a priori, d'après les prévisions, dès l'année prochaine, deuxième semestre 2020. Et on se dit, à quoi bon faire 3 milliards d'euros d'économies alors que le système sera excédentaire dans un an? Non, le système, il est excédentaire dans une année N. Oui, mais enfin, la dette, pas en termes de cumul. C'est la deuxième plus grosse dette du pays. 30 milliards. Après 35 milliards, après le SNCF. Et qu'est-ce que ça veut dire, la dette? Parce que ça veut dire qu'on laisse à la génération d'après cette dette. Ça veut dire que s'il y a une crise dans 10 ou 20 ans, on ne sera pas capable de retrouver les 10 milliards qu'il faudra. En plus, on ne pourra pas recréer 10 milliards de dettes s'il y a une crise. Donc si au moment où on crée de l'emploi, on a créé 470 000 emplois nets depuis 2 ans, 93 000 depuis le premier trimestre, si au moment où l'emploi va mieux, et aussi on a une entreprise sur 2 qui cherche à embaucher, si à ce moment-là, on ne commence pas à désendetter un peu le système, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas responsable. Ça veut dire qu'on laisse aux jeunes qui ont aujourd'hui 10 ou 15 ans, on leur laisse un problème qu'il faudra qu'ils règlent dans 10 ou 15 ans. Et je crois que ça, c'est pas responsable. Donc c'est normal que le système s'adapte. Donc le but n'est pas financier. Le but, c'est d'abord de permettre à 150 ou 250 000 personnes de retrouver un emploi. Mais c'est aussi normal que ça contribue à désendetter l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est un bien commun. On y est tous attachés. C'est la protection, c'est le filet de sécurité. Même si il faut qu'il puisse marcher excédentaire de l'année prochaine, il y a le cumul des choix du passé. Oui, mais les cumuls des choix passés. Vous connaissez un système assurantiel autre où il y a une dette de 35 milliards d'euros garantie par l'État? Il n'y en a pas d'autre. C'est intéressant, Mme Pénicaud, de revenir sur les créations d'emplois. 240 000 créations d'emplois prévues par l'INSEE cette année, en accélération par rapport à 2018, alors que la croissance, pour le coup, elle, n'est pas flamboyante et à peu près aux alentours des 1,3%. On se dit quoi? On se dit c'est grâce aux mesures du gouvernement que la croissance s'est enrichie en emplois, ou qu'il y a aussi, pour le coup, les décisions du passé, à savoir le CICE, le pacte de responsabilité sous François Hollande, qui portent aussi leurs fruits. Et donc, alors maintenant, ça fait 2 ans, presque et demi, qu'on est aux affaires, donc je pense qu'on commence à avoir une petite responsabilité sur les résultats. Moi, je l'ai vu au moment des ordonnances. Qu'est-ce que me disaient les TPE-PME? J'ai fait une tournée, j'ai rencontré 8000 TPE-PME partout en France, dans des réunions, et ils me disaient on n'a plus peur d'embaucher. Donc on a eu cet effet-là. Ensuite, il y a une entreprise sur 2, c'est ça qui est terrible, qui aujourd'hui ne trouve pas les compétences sur le marché. C'est pour ça qu'on met le paquet sur la formation. 15 milliards d'euros consacrés à former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, ce qu'on change dans la réforme, c'est que dès qu'il y aura une entreprise qui a un contrat, une offre déposée, et un demandeur d'emploi qui est prêt à la prendre, mais il y a un gap de formation, le financement de la formation sera garanti. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres et de demandes qui ne se croisent pas, faute de formation. Et ça fait partie de cette réforme. On a commencé par la réforme de l'apprentissage et de la formation. Maintenant, les deux réunis, ça va permettre que beaucoup plus d'entreprises trouvent la compétence, mais de beaucoup de demandeurs d'emploi qui veulent travailler. Aujourd'hui, n'y arrivent pas, à cause de la formation, vont accéder demain. Avec cette promesse, Mme Pénicaud, on s'en souvient, du candidat Macron, de 7% de chômage à l'horizon 2022, ça a fait ricaner beaucoup de gens en son temps. Aujourd'hui, on se rend compte que le chômage baisse, je passe votre contrôle, de 0,4 points par an. Donc, on sera quasiment en 2022 à 7%, sauf retournement conjoncturel, évidemment, crise grave. Après, est-ce que vous admettez que, c'est un peu technique, mais le ralentissement de la hausse de la population active, l'écart entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent du marché de l'emploi, vous aide aussi? On était avant 110 000, 120 000, il fallait créer 110 000, 120 000 emplois tous les ans pour commencer à stabiliser le taux de chômage. Aujourd'hui, on est plutôt à 70 000. Est-ce que la démographie vous aide? Et ce que je veux dire, c'est que... Je ne dis pas que ce n'est pas grâce à vous, je dis qu'il y a des facteurs qui vous aident. Il y a un peu plus de 2 ans, moi, beaucoup de gens me disaient, mais attendez, le chômage structurel en France, il est de 9%. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 10 ans qu'on ne l'a pas dépassé. En fait, on appelait structurel ce qui était l'incapacité à résoudre le problème. Aujourd'hui, on est passé de 9,7 à 8,7% en 2 ans. Ça montre qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a un immense travail qui reste à faire pour que la croissance crée des emplois, que la croissance soit inclusive, qu'elle aide aussi les personnes en situation de handicap, les seniors, les jeunes, d'où la réforme de l'apprentissage, d'où la réforme de la formation. Donc il y a encore un immense travail. Mais c'est pour ça qu'on pense qu'entre les réformes fiscales, économiques et sociales, et toutes nos 3 réformes du marché du travail, ordonnance, formation, apprentissage et assurance chômage, on en a encore sous le pied pour faire baisser le chômage. C'est notre but, c'est notre détermination. Après, aujourd'hui, on fait partie quand même des pays qui ont une démographie dynamique. Tant mieux pour le futur. Ouais. À court terme, un peu moins qu'avant, vous l'avez souligné. Et quand même, au 1er janvier, il faut créer 90 000 emplois pour commencer à maintenir le taux de chômage. Ouais, là, au premier trimestre, on en a créé 93 000. Ça y est, à partir du 2e trimestre, on peut commencer à faire baisser. Ouais. Il y a des années où c'était au bout de 2 ou 3 trimestres. Exactement. Et donc, je crois qu'il faut surtout rien lâcher. Il faut continuer
à faire se baisser le chômage. Et pour ça, il faut mettre le paquet sur la formation, l'accompagnement et des règles plus justes et plus équitables. Ne rien lâcher, ça sera la dernière question. Ne rien lâcher. Vous n'avez rien lâché sur le bonus-malus, sur les contrats courts. Le gouvernement a tenu bon, mais selon pas mal d'experts qui sont parfois de mauvaise langue, ils disent que finalement, ça ne changera pas grand-chose au comportement des entreprises parce que l'incitation, la désincitation d'un point sur les cotisations chômage, ce n'est pas suffisant pour que les boîtes changent de comportement. Si vous leur répondez quoi? Je pense qu'il n'y aurait pas de protestation sur le bonus-malus. Donc, on peut dire une chose, et je suis sûre que ça change les comportements. Vous savez, moi, j'ai dirigé les ressources humaines d'une grande entreprise. Entre 3 et 5 %, c'est-à-dire le bonus des entreprises qui vont payer 3 % au lieu de 4,05 aujourd'hui de cotisation chômage, ou 5 demain, ça fait 2 points de masse salariale. En différentiel. Oui, mais en fait, votre marge de manœuvre comme entreprise, c'est 2 points de différentiel. Bien, moi, je suis sûre que les dirigeants, les DRH et directeurs financiers vont se dire comment on peut embaucher de façon moins précaire. Parce que moi, ça me choque profondément qu'aujourd'hui, 87 % des embauches soient des contrats courts. Et que cette embauche sur 10, c'est 1 mois ou moins. 1 sur 3 des CDD, c'est 1 jour ou moins. C'est pour ça que je dis qu'on réinvente les journaliers. Mais c'est socialement indigne, puisque les gens ne peuvent pas se projeter dans la vie en n'ayant pas un horizon plus loin que le jour ou la semaine. Mais économiquement, je pense aussi que c'est une erreur. Là, c'est l'ancienne responsable d'entreprise qui parle. La qualité produit, la qualité de service, la sécurité au travail, ça demande d'investir dans le capital. Donc ça marchera, ce bonus-malus. Et les autres pays n'ont pas ça. L'Allemagne, c'est près de 3 fois moins de contrats courts. Et ça n'est pas un désastre économique, à ma connaissance, c'est plutôt un succès. Donc on n'a pas de fatalité économique à une précarité généralisée. C'est pour ça que cette réforme, c'est une réforme pour l'emploi et contre la précarité. Allez, merci Muriel Pénicaud d'avoir été avec nous dans Ecorama spécial depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence en partenariat avec l'Express. Merci. Merci.